La troisième promotion de l'école de guerre du Mali part à la découverte du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Occasion pour les auditeurs de s'informer sur les missions et l'élaboration du rapport annuel de l'institution. La septième institution apporte ainsi une précieuse contribution à la formation des officiers du Mali. Retour sur cette visite dans quelques instants. Dans ce journal, nous allons faire un focus sur le vestibule des Traoré de Sikasso, une bâtisse aux multiples fonctions et usages dans notre pays, lieu de rencontre, de dialogue, de conciliabule et de médiation. À la découverte de ce vestibule au cours de ce journal. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. L'armée malienne vient de réaliser un grand coup. Elle a éliminé le dimanche 28 avril 2024 un grand chef terroriste du nom de Abou Ouzeifa dit Hugo dans le secteur de Indeliman. La tête de ce terroriste avait été mise à prix à 5 millions de dollars, soit 3 milliards 400 millions de francs CFA par le département d'État américain pour sa responsabilité dans la mort des forces spéciales américaines à Tango au Niger en octobre 2017. Suivons les détails de cette opération. L'armée malienne réussit là où les armées dites les plus puissantes du monde ont échoué. Abou Ouzeifa dit Hugo, un chef terroriste de nationalité étrangère de grande renommée internationale qui sévissait dans le Sahel, vient d'être neutralisé par les FAMA dans le secteur de Indeliman le dimanche 28 avril 2024, sans tambour ni trompette. L'homme se croyait indéboulonnable, indestructible et surtout inatteignable. Car bien que sa tête soit mise à prix à 3 milliards 400 millions de francs CFA, soit 5 millions de dollars par le département d'État américain pour sa responsabilité dans la mort des forces spéciales américaines à Tango au Niger en octobre 2017, il continuait à mener ses activités d'exaction contre les civils. Et la stratégie déployée lors de l'opération de grande envergure dans le Liptako, qui a permis de neutraliser Abou Ouzeifa dit Hugo, sera certainement enseignée dans les grandes écoles de guerre. Par ailleurs, le 27 avril 2024, les FAMA ont intercepté un autre suspect terroriste de nationalité étrangère dans la région de Tombouctou. L'état-major général des armées salue cette prouesse des FAMA dans la conduite des opérations et rassure que la recherche et la destruction des sanctuaires terroristes continuent. Qui était donc Abou Ouzeifa, alias Hugo? C'est un ressortissant de l'Ayoun au Maroc et cadre terroriste de l'IGS. Il était marié à une femme Peul originaire de Kossai, localité située à environ 15 km au nord de Akabar. Son portrait avec Abdul Karim Kaba. Abou Ouzeifa est arrivé au Mali, précisément à Gao, en décembre 2012, pendant l'occupation des 3 régions du nord du Mali. Il a évolué d'abord au sein du Moujao, auprès de Hamadi Al-Mauritani, un grand cadre du Moujao. Après l'intervention de Serval, Hugo a fui la ville de Gao pour se réfugier dans les montagnes du Tigargar avec les autres cadres du Moujao. La même année, suite à une offensive de l'armée tchadienne, Hugo et Hamadi ont quitté le Tigargar pour rejoindre l'émirat Tombouctou de Djamel Okacha, dit Yeya Abou Al-Haman. En 2015, lorsqu'il y a eu session du groupe Al-Mourabotoun, Hugo a choisi le camp d'Adnan Abou Walid Al-Sarawi dans la zone des 3 frontières. Au sein de l'EGS, Hugo a évolué dans un premier temps auprès d'Adnan Abou Walid Al-Sarawi. C'est à partir de 2017 qu'il a commencé à évoluer avec Issa Barey, cadre et coordinateur des activités de l'EGS dans la zone comprise entre Inaraban et Akabar. Hugo a participé à plusieurs attaques contre les forces armées maliennes et nigériennes. Au Mali, Hugo a participé aux attaques contre les positions FAMA à Agarazana en 2017, Indeliman en 2019, Labezanga en décembre 2023. Au Niger, il a participé aux attaques contre les forces nigériennes à Ayuru et Abala en 2017.
Attaque de Tango Tango en 2017 contre les forces spéciales américaines et contre les forces nigériennes. Attaque de Inata, attaque de Tinagodra et Atey. Par ailleurs, on dénombre aussi les massacres des populations civiles dans les régions de Menaka, Gao et au Niger. C'est le dimanche 28 avril 2024 que les FAMA ont mis fin à l'aventure terroriste de Hugo dans la zone d'Endelman lors d'une opération spéciale en le neutralisant avec une dizaine d'autres terroristes de l'EGS. Cela porte un coup dur à la nébuleuse EGS au Mali. Je vous le disais dans les titres, le Conseil économique, social, environnemental et culturel a reçu la visite de la 3e promotion de l'école de guerre du Mali. Ces officiers supérieurs ont suivi une conférence relative aux pratiques publiques de l'État. Les auditeurs se sont aussi informés sur les missions et l'élaboration du rapport annuel de la 7e institution. Le reportage est signé Mamari Koni. Conférence d'information et d'échange sur les missions de la 7e institution de la République. L'activité est conduite par le président de l'institution qui est accueilli à son arrivée par le staff de l'école de guerre du Mali. La conférence du jour est relative aux pratiques publiques de l'État. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel apporte ainsi une contribution au programme de formation de la 3e promotion de l'école de guerre du Mali. Qui n'efface pas la tâche aussi importante qu'est de promouvoir l'approche globale de résolution des crises. Et c'est dans cette optique que nous avons fait la démarche à votre endroit, demandant dans le cadre de la construction d'un module ou d'un bloc de connaissances et de compétences en matière de politique publique, dans leur formulation, dans leur mise en œuvre, dans leur évaluation et révision que nous avons entamé cette démarche. Après avoir salué les résultats probants obtenus dans le domaine de la sécurité et de la défense, le président Yacouba Katile a insisté sur la nouvelle dimension républicaine, démocratique, sociale et économique de son institution. 7e institution de la République, créée de toutes les couches socio-professionnelles du Mali, le Conseil économique et social, environnemental et culturel est par excellence une assemblée consultative qui inspire l'élaboration des politiques publiques. Outre l'examen des projets de loi des finances, l'organe consultatif élabore conformément à la Constitution les rapports annuels des besoins, des attentes et des problèmes de la société avec des propositions et orientations à l'endroit, à l'attention du président de la République, du chef du gouvernement et des présidents des 2 chambres du Parlement. Avec l'avènement de la 4e République, nos missions ont été renforcées notamment par des mécanismes d'évaluation, des recommandations et autres avis émis. À la suite de l'intervention du président, les 25 auditeurs ont eu droit à 2 communications. La première donnée par Fodé Moussa Sidibé porte sur la création, les missions et le fonctionnement du Conseil. La seconde, animée par Sidiki Makasuba, est axée sur l'élaboration du rapport annuel du Conseil. Ces communications ont été suivies de questions-réponses. À l'issue de cette conférence, nous retenons que le Conseil a compétence sur toutes les questions relatives à l'économie, à la culture et à l'environnement. Et nous retenons également que le Conseil joue un rôle crucial dans les prises de décision du pouvoir public à travers ses différents rapports et le recueil établi suite aux différentes remontées d'informations. Et en définitive, nous pouvons dire que cette conférence viendra renforcer nos connaissances, bien sûr, dans le cadre du fonctionnement des différentes institutions de la République, en nous démontrant encore à quel point il est important de procéder par une approche globale pour la résolution des différents défis à relever par l'armée malienne. Avant de quitter l'école de guerre du Mali, le président Katile a signé le livre d'or, occasion pour lui d'exprimer sa satisfaction d'avoir contribué à la formation de ses officiers. À Sikasso, le vestibule des Traoré est une bâtisse aux multiples fonctions, lieu de rencontre, de dialogue, de conciliabule et de médiation. Il est aujourd'hui un temple de la sagesse, de concertation et un partenaire de l'administration. Un tour au vestibule des Traoré de Sikasso avec Sekou Konaté et Suleiman Bamba. Premier local d'accès à une concession en Afrique ancienne, notamment au sud du Sahara,
le vestibule connaît diverses utilisations dans la communauté. Espace de rencontre pour certains, espace ouvert aux étrangers en transit pour d'autres, mais aussi espace de concertation, de conciliabule et de gestion des problèmes sociaux. Et le grand vestibule de Sikasso, plus connu sous l'appellation de vestibule des Traoré, s'inscrit dans ce dernier registre. Situé en plein cœur de la ville de Sikasso, ce temple de la sagesse et de la concertation a une histoire. Saba Tchebro, fils du troisième roi du Kénédougou Ngolo Knafa, qui a réalisé ça, et qui fut le premier chef de canton aussi choisi après la prise de la ville de Sikasso. Parce que tous les chefs de cantons qui avaient été nommés, désignés par le colonisateur, se retrouvaient dans ce vestibule-là aussi, historique, pour débattre, pour échanger et se comprendre sur tout ce qui s'est passé. Ce vestibule chargé d'histoire est composé des représentants des familles fondatrices et autochtones de Sikasso. Ils sont Traoré, Berté, Djamontene et Sanogo. Et leur place dans la stabilité de la cité est centrale. Tous ceux-ci qui se rencontrent ici, tout le lundi, pour échanger, débattre des problèmes qui se posent dans la cité. Vous allez trouver que des individus qui viennent nous trouver ici, il y a un problème de terre qui les oppose. Bon, on essaie de les concilier ou bien de les réconcilier quand ils ne parviennent pas à se comprendre en famille là-bas, quand ils doivent éviter de se présenter devant les autorités compétentes, c'est-à-dire la justice, la gendarmerie, la police. Bon, donc ils viennent nous voir ici et nous, on essaie de les réconcilier. La diversité au sein de ce vestibule, même s'il en existe pour ces familles, est un atout majeur dans les débats et l'illustration d'une parfaite harmonie sociale. Je suis également chef de quartier de Mankoroni-Natia, un des vieux quartiers. Tous les problèmes qui sont là-bas et que moi-même, à mon niveau, je n'arrive pas à régler, c'est au niveau du vestibule que je fais recours. Dieu merci. Nous nous entendons parfaitement avec les autorités administratives et politiques, ainsi qu'avec la population. Cela est dû au fait que nous résolvons les problèmes sur la base de la vérité. Et l'apport du vestibule dans le renforcement de la stabilité sociale est très important aux yeux des autorités communales avec lesquelles la collaboration est appréciable. Ils ont une autorité morale sur la ville et peuvent donc à ce titre être des instruments d'apaisement des tensions, de règlement des litiges, des conflits terriens, donc fonciers, tout comme les litiges et conflits sociaux divers. Il devient alors nécessaire de mieux faire connaître ces temples et ces mécanismes traditionnels de gestion des problèmes sociaux à la jeune génération afin qu'elle s'en approprie pour un vivre ensemble harmonieux. À un moment donné, les gens comprennent qu'il faut qu'on aille de là-bas. Et toute occasion est bonne pour venir échanger, pour qu'on aille de là-bas. Toutes les couches de la société souhaitent que leurs différends soient tranchés au vestibule, ce qui dénote du rôle combien important de ces lieux. Ce que nous demandons à la population, c'est de s'entendre et de s'impliquer pour le respect et la cohésion. Un retour à nos valeurs anciennes en ces temps de dialogue intermalien aiderait sans doute à asseoir le Mali de nos rêves. La mosquée de la communauté religieuse Ahmadiyya de San va s'agrandir très bientôt. L'émir de la communauté Ahmadiyya du Burkina et son homologue du Mali ont procédé à la pose de la première pierre de la rénovation de la mosquée qui date de 2014. C'est ce que nous dit Drissa Koni. La mosquée de la communauté religieuse Ahmadiyya de San est vieille de 2014. Ne pouvant plus contenir les fidèles qui la fréquentent, l'heure est à sa rénovation.
L'émir de la communauté Ahmadiyya du Burkina Faso en séjour à 100 et son homologue du Mali posent la première pierre de sa rénovation. Elle passera sous peu de 180 à près de 400 places et cette fois-ci bâtie en béton. Quelques jours, on a fait commencer à tourner, on a les Bogni, Sikasso, aujourd'hui 100, pour regarder les travaux que Ahmadiyya est en train de faire au Mali. Et en même temps, aujourd'hui, ici, c'est la pose première pierre pour grandir les mosquées de 100. Parce que cette mosquée était construite en 2014, c'est devenu petit. Maintenant, on a besoin, il faut qu'il grandisse. La cour de la mosquée sera aussi retouchée puisqu'elle n'est pas praticable durant la saison des pluies. Les autorités locales saluent l'initiative. Pour la rénovation de la mosquée, ça doit être une fierté pour la ville. C'est un avantage aussi parce que déjà, une mosquée qui était en tôle, et si on a la chance de le renouveler en dalle, vraiment c'est un avantage pour la ville. Maintenant, tout compte fait, nous souhaitons quand même un islam apaisé pour la ville surtout et pour le pays en entier aussi. Il faut rappeler que la communauté religieuse de Jamaat islamique Ahmadiyya a vu le jour en Inde en 1889. Elle existe de nos jours dans 215 pays à travers le monde. Le village de Digato, dans la commune rurale de Sanankoroba, dispose désormais d'une nouvelle église évangélique. Elle est équipée d'une adduction d'eau et d'un système d'éclairage solaire qui va désormais permettre aux fidèles chrétiens du village de Digato d'accomplir leur devoir religieux. L'église est financée par un fidèle chrétien de Bamako. Envoyés spéciaux à Digato, Suleiman Sidibé et Abdoulaye Diarra. Ce samedi 27 avril 2024 restera dans les annales du village de Digato dans la commune de Sanankoroba, puisqu'il marque l'inauguration d'un édifice pas comme les autres, la nouvelle église de la localité. C'est un bâtiment composé d'un bureau pour le pasteur et d'une salle de prière et de louanges capable de recevoir 300 fidèles. Un véritable jour de bonheur pour les fidèles chrétiens de Digato. C'est lors de la visite d'un fidèle qu'il a décidé vraiment de financer cette construction. C'est l'œuvre d'un seul individu. Donc vraiment, nous bénissons le Seigneur pour ça. Je suis très joyeux. Je suis très content de voir ce bâtiment comme ça. C'est un bon travail qu'ils ont fait. Je suis très très content. À l'endroit des fidèles, je dirais que de garder fermement la foi en Christ et de marcher étant unis main dans la main, de marcher dans l'amour et dans le pardon mutuel. La dédicace de l'église a mobilisé beaucoup de personnalités chrétiennes. La dédicace de cette église-là, ils l'ont fait pour honorer la nation, honorer la contrée. Et les prières qui vont être faites ici-là, j'ai bien voulu me joindre à eux et pour prier pour cette nation. Cette journée d'inauguration a été marquée essentiellement par des prières et louanges, avec notamment des prières spéciales pour la nation malienne et les autorités de la transition. Seigneur Dieu de gloire, la main dans la main, Seigneur éternel, te disant merci pour ce beau pays. Merci pour tout ce que tu as fait pour cette nation et merci pour tout ce que tu feras encore. L'Association des jeunes pour le développement de Sélikényi à Bamako et ses partenaires célèbrent la 3e édition de la semaine socio-sanitaire, culturelle, éducative et sportive à Sélikényi. L'objectif est de rassembler tous les jeunes ressortissants de Sélikényi afin de consolider l'entraide et de contribuer à la promotion d'activités socio-culturelles entre autres. Issa Diakité pour le compte rendu. C'est parti pour la 3e édition de la semaine socio-sanitaire, culturelle, éducative et sportive à Sélikényi, située à 120 km de Kaï dans le cercle Bafoullabé. Les participants durant une semaine mèneront des activités sanitaires, sociales, culturelles, entre autres, et échangeront autour du thème retenu, à savoir les enjeux et perspectives à adopter pour la population de Sélikényi et environnant contre l'épidémie actuelle de dengue au Mali. Nous sommes très contents puisque tous les projets que nous avons commencé ici ont porté fruit. Nous avions formé des jeunes et des femmes ici. Des jeunes, c'est-à-dire en menuiserie métallique, des femmes en saponification. Cela va de soi aussi pour d'autres projets que nous sommes en train de contribuer, par exemple dans le domaine de l'éducation. Donc on contribue fortement avec des remises de fournitures scolaires, des sensibilisations à l'endroit de nos cadets. En matière de décentralisation, c'est un devoir du maire quand même, de développer sa santé et de développer son éducation. Si on a évité quand même pas de gens qui ont fait un grand effort à acheter des médicaments, mobiliser des médecins
mobiliser le personnel compétent pour être là à Sélinkéni, faire une semaine de santé et de culture. Ça nous émerveille beaucoup. Le préfet n'a pas manqué d'exprimer toute sa satisfaction pour cette belle initiative. Ils soutiennent toutes les initiatives de développement qui sont initiées par les villages ici. Donc une façon de démontrer aux autres que le développement ne vient pas d'ailleurs. Les problèmes qui sont là, nous les connaissons. Nous avons les solutions pour résoudre ces problèmes et les premiers investissements, c'est à nous aussi de montrer l'exemple. Rappelons que plusieurs activités sont inscrites au programme durant cette semaine. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM 1.